Alors, deux grands points de départ. Attendez, parce que là, il faut que je revienne. Voilà. Donc, le projet Slamor, hein, qui a été piloté par Emmanuel Auriac, qui est à l'université de Clermont, qui a mené des entretiens auprès de professionnels, notamment d'oncologues et puis de neurologues et de personnes en soins palliatifs. Le projet Acmadia, qui est le projet qui porte sur l'accompagnement des malades diagnostiqués Alzheimer, donc c'est le projet de Bretagne Sud. Donc on est linguiste et donc plus précisément en analyste de discours. Emmanuel et moi avons participé à la Convention citoyenne en tant que chercheurs observateurs. On a organisé un colloque sur la mort en juin, donc à l'université de Clermont. Et puis voilà, on a déposé un projet commun à la MSH, enfin au réseau national des MSH. Alors, le travail aujourd'hui repose sur deux types d'entretiens. Donc des entretiens qui ont été menés auprès d'aidants de malades d'Alzheimer. Donc on étudie depuis 2017 une cohorte d'aidants pour voir comment est-ce qu'ils vivent leur situation, comment est-ce qu'ils vivent leur situation au fur et à mesure que la maladie s'aggrave chez le conjoint. Donc on a une cohorte depuis 2017, on fait des entretiens régulièrement, c'est-à-dire tous les 6 mois, pour voir finalement comment dans l'évolution la mise en mots nous intéresse, puisque évidemment en tant que linguiste, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la manière de nommer les choses. Donc on se rend compte que, alors on a évidemment plusieurs types de corpus, et puis on a construit un corpus avec des aidants dont le malade est décédé depuis plus de 6 mois. Alors pourquoi 6 mois Il fallait bien trancher. On s'est dit qu'il y avait le temps du deuil, il y avait le temps finalement de la tristesse, et puis on a considéré que 6 mois, c'était un délai qui était socialement acceptable pour mener des entretiens. Alors pour ces gens-là, évidemment, pour ces aidants qui ont vécu le deuil, eh bien, la mort ne s'oppose pas naturellement à la vie. C'est tout simplement un cheminement, c'est un parcours avec des moments d'affaiblissement. Donc il y a plusieurs finalement niveaux de fin de vie pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut aussi, quand on est aidant de malade d'Alzheimer, souhaiter la mort. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Voilà, évidemment, on parle de la mort, on en parle d'une manière contournée, de manière euphémisée, mais bon, la littérature le précise d'une manière assez fréquente. Et puis, la mort, elle survient, enfin, disons qu'on se prépare à la mort dès lors qu'on entre à l'hôpital. Parce qu'on se dit que voilà, là, ça va être le début de la fin. Et donc, on commence à rentrer dans une phase d'acceptation voilà, qui ne se réalise pas finalement dans n'importe quelle condition, puisque l'objectif, ce n'est pas de laisser mourir, ce n'est pas de faire mourir, mais c'est d'accompagner à la mort. Et puis, un autre corpus que l'on va mettre en contraste, qui est un corpus mené auprès d'oncologues, de neurologues et puis de personnes exerçant en soins palliatifs. Alors, voilà un petit peu la répartition du corpus. Donc, on a le corpus médical qui représente à peu près 47%, et le corpus d'aidants de malades d'Alzheimer, donc 52%. Attention, ce sont uniquement les entretiens dont le malade est décédé. Alors, on a ici une AFC, donc c'est là où il y a les 4 petits carrés verts. Alors, l'AFC, c'est finalement une représentation dans le plan par la matérialité linguistique, c'est-à-dire sur la manière de mettre en mots finalement le contenu de l'entretien. Et ce qui est intéressant, ce qui est aussi rassurant, c'est de voir que les neurologues, les oncologues et puis les soins palliatifs se trouvent finalement du même côté. Ça veut dire que finalement il y a une forme d'homogénéité dans le discours. Et puis, les aidants se trouvent évidemment assez éloignés. Ça veut dire qu'on parle de la mort d'une autre manière. On en parle, mais évidemment d'une autre manière. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le discours des aidants, finalement, c'est le discours des neurologues. Le discours des aidants se rapproche le plus du discours des neurologues. Alors, on va essayer de voir un petit peu pourquoi tout à l'heure. Alors, on a une méthode qualitative, c'est-à-dire fondée sur des observables linguistiques, donc lexico, morphosyntaxiques.
On utilise aussi des outils, puisqu'on a des très très grands corpus. Vous imaginez bien que des entretiens d'1 heure et demie depuis 2017 auprès de 72 aidants dans le Grand Ouest. On est sur des heures et des heures et des heures et des heures d'entretien entièrement retranscrits, etc., etc. Donc on utilise des outils de textométrie pour voir finalement les questions de fréquence, l'analyse qualitative, qui privilégie évidemment un certain nombre de formes que l'on juge saillantes ou qui sont statistiquement saillantes pour l'entretien. Alors, on considère que le locuteur va mettre en mots évidemment son expérience, et à travers son expérience, eh bien, il va utiliser finalement des mots qui eux-mêmes vont transmettre, vont charrier un certain nombre de notions sémantiques, syntaxiques et sémantiques. Et ce qui va nous intéresser, ça va être leur fonctionnement au discours, de façon à donner un aperçu sur leur vision du mourir, ou du moins des derniers moments de la vie. Alors, on utilise évidemment le cadre théorique de l'analyse du discours, en considérant que le discours est avant tout une pratique sociale, qu'il fait partie de la réalité sociale et que c'est une construction dynamique. Alors, ce qui nous intéresse, c'est aussi de prendre plusieurs communautés de discours qui se réunissent autour évidemment d'une même thématique. Donc là, évidemment, notre thématique, c'était la mort, et on essaie de mettre en relation des différents locuteurs de façon à étudier comment la manière dont le discours circule dans des communautés différentes. Ok. Alors, on va essayer de voir comment la mort se thématise. Comment est-ce qu'elle devient un objet de discours dans différents aspects. Alors on voit la conférence citoyenne, les protocoles sanitaires, les protocoles expérimentaux, les expressions des dernières volontés, et puis l'aidant dont il parle, l'aidant qui prend la parole et qui essaie de mettre en mots d'une manière complètement singulière eh bien, les éléments, enfin, la vie qu'il a vécue, la fin de vie qu'il a vécue de son proche. Alors, évidemment, on considère que le contexte sanitaire, sociopolitique, médical et citoyen entre dans une réflexion en vue de mettre en place une approche critique du mourir qui va permettre d'enrichir nos représentations et de modifier notre appréhension de la mort. Alors, on a une première exploration ici, c'est une analyse thématique du discours des professionnels, donc je rappelle, les oncologues, soins palliatifs et neurologues. Alors on a ici une CHD, donc une analyse finalement hiérarchique qui permet de construire des grands groupes de mots qui renvoient à des constructions de sens. Alors, il faut la lire de manière hiérarchique, c'est-à-dire qu'il faut voir la classe 1, donc la classe rouge qui se construit avec la classe grise. Ensuite, ces deux classes-là se construisent avec la classe verte. Ces trois classes se construisent avec la classe bleue. Et ces quatre classes qui se construisent avec la classe violette. Donc, c'est une co-construction finalement thématique. Et donc, on va voir que finalement, la classe grise, eh bien, la classe grise, c'est la manière dont finalement, alors on est sur les infirmières, voilà, sur le rapport à la mort entre la solitude du patient et puis la solitude du soignant. Et ça se construit avec le quotidien difficile de la prise du soin, y compris dans les affects, évidemment, qu'elle suscite. Ces deux thèmes-là se construisent avec la question sociale qui est de la mort et qui est omniprésent chez les professionnels. Ensuite, on a la classe bleue, qui est la classe des soins palliatifs, qui occupe une place quand même très importante dans le discours. Et ensuite, eh bien, le dernier groupe, finalement, violet, c'est l'acte technique, c'est-à-dire finalement le rituel de la mort. Alors, on a ici une autre représentation de l'AFC qui montre finalement comment les thèmes se construisent ensemble, mais ne s'entremêlent pas. C'est intéressant, vous avez parfois des AFC où vous avez une co-construction et un mélange finalement de certaines thématiques. Là, on voit qu'elles se construisent ensemble, mais d'une manière disjointe. D'accord ? Comme si finalement il y avait des lignes de fracture, des lignes de démarcation, et les thèmes finalement ne s'entremêlent enfin, ne se mélange pas, pardon. Alors,
on a essayé de voir la répartition de termes clés qui nous paraissaient clés, finalement la question de la mort versus fin de vie. Alors, bon, dans ces syntagmes nominaux, on voit bien que ça renvoie à des construits qui vont être différents. Donc, la question de la fin de vie. Alors, si on fait un zoom, pardon. Alors, est-ce que vous voyez là? Alors, on est sur les oncos, hein, c'est gris foncé, et puis sur les neuros en gris clair. Donc, on voit que les oncos utilisent évidemment beaucoup plus fin de vie, hein, que les neuros. Bon, là, simplement un constat. Et puis, on va voir finalement comment est-ce qu'on utilise la question de la fin de vie. Alors, la fin de vie, elle fait écho finalement aux derniers instants, hein, qui sont renvoyés, qui sont envisagés en termes de dispositifs réglementaires ou de désignation pour signifier évidemment la mort. On est sur une question de segments répétés. Alors, les occurrences du terme vie renvoient à une vie subie, hein, qui est diminuée par les pathologies, mais également le moment qui précède le trépas. Alors, la vie qui reste est donc évoquée différemment selon la nature, évidemment, selon la spécialité du médecin. Donc, pour les neurologues se positionnent en tant que sachants, évidemment. Ils assènent une vérité générale pour annoncer un tournant dans la vie du malade, donc tout simplement parce que la vie à domicile n'est plus possible, hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va modifier l'organisation de la prise en charge. Les neurologues l'utilisent également pour mobiliser une dimension spirituelle, pour envisager le cycle de vie, le cycle ordinaire de vie, et puis pour mobiliser des constructions rhétoriques, hein, signifiant la mort. Chez les oncologues, on va parler de cette fin de vie d'une manière un peu différente, puisque elles vont mettre en mots une forme d'indécision. On va se raccrocher finalement à des valeurs morales et puis à des valeurs philosophiques. Et puis, bien que devant soigner le cancer, eh bien, un certain nombre de patients ne survivent pas à cette maladie. Donc, l'oncologue doit aussi accompagner le patient vers la mort, donc sans la nommer. On va évidemment développer des stratégies, hein, pour ne pas nommer cette mort. Alors, on voit bien qu'il y a une forme de préformation, hein. Donc la préformation, c'est donc des séquences linguistiques qui sont toujours récurrentes, qui sont très figées, hein, que l'on retrouve toujours à l'identique, de façon à exprimer finalement d'une manière singulière le corpus de professionnels qui va utiliser finalement des formes linguistiques avec confort, inconfort, et puis confortable, inconfortable. Alors, la présence de ces formes est accorrélée avec les segments répétés, donc qualité, qualité de vie, donc qualité de vie et soins de confort, qui constituent la majorité des occurrences de qualité, donc avec 27 contre 32, soit plus de 50%, ce qui est énorme. Alors, confort et qualité de vie sont des états qui sont ressentis et qui résultent d'agréments de vie, donc chacun désigne ses qualités hétéro-attribuées aux patients. Elles sont comme administrées aux patients par un auxiliaire médicamenteux et interprétées par le personnel soignant qui met parfois à contribution ses proches. Alors là, on a une exploration qui permet de voir finalement ce qui relève, voilà, de qualité de vie et de confort. Alors on voit que chez les neuros et les oncos, on parle davantage de confort, alors que les soins palliatifs parlent plutôt de qualité de vie. Ces termes-là sont en représentation, en spécificité plutôt négative. Alors la spécificité positive ou négative, hein, quand elle est positive, c'est qu'elle est supérieure à la moyenne haute, et lorsqu'elle est en spécificité négative, c'est qu'elle est inférieure à la moyenne basse. Alors, on va essayer de travailler, enfin d'étudier, toujours par les segments répétés, la question de l'expression finalement du trépas, avec une construction verbale, plus un marqueur linguistique qui exprime à la fois l'ultime, mais aussi l'itératif, l'accumulatif et l'allongement. Alors, on va parler, donc, jusqu'à ce que, plus un substantif, donc une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue, jusqu'au décès. Donc là, on voit bien qu'on a la phase finale qu'on essaie de prolonger. Et puis on a dernier plus substantif, hein, donc on a bien cette construction. Dernier plus substantif, plus construction infinitive, donc c'est l'idée qu'on puisse accompagner une personne dans les derniers instants pour préparer l'entourage familial. Donc on voit bien que là, on essaie d'aller dans une phase qui dure. Alors on a
plusieurs termes. Hein. On a une routine, finalement, des routines de discours qui renvoient à une forme d'isotopie temporelle. Donc on a imminent, ultime, jusqu'à ce que le dernier, donc qui renvoie finalement à un sémantisme itératif, accumulatif. On essaie de reculer, hein, on essaie de retarder, hein, ce fameux moment, parce que finalement, on ne sait peut-être pas de quoi il s'agit. On essayait tout à l'heure de dire, d'expliquer ce qu'était le moment de mourir. Je pense que tant qu'on n'y est pas passé, c'est difficile, malheureusement. Et on voit bien que dans la production du discours, il y a cette volonté de reculer au maximum, de retarder au maximum ce moment-là, et puis avant d'aborder évidemment la mort en tant qu'état. Alors, plusieurs éléments de conclusion. Donc on a évidemment une distribution qui est différente de fin de vie et de mort selon les neurologues et les oncologues. Donc les neurologues, ils prennent en compte l'accompagnement pour faciliter les situations de fin de vie, d'une part, et puis travaillent d'autre part avec les services de soins palliatifs pour envisager le décès dans les meilleures conditions possibles à l'hôpital. La question de la mort à l'hôpital est donc liée à l'aboutissement de la mise en place des soins palliatifs. Les oncologues, pour eux, la fin de vie est vécue comme étant un moment, une situation plus compliquée, hein, et se situe dans un large espace-temps. La question de la mort se manifeste par le décès, c'est-à-dire par l'arrêt des organes vitaux. Dans leur discours, les services de soins palliatifs semblent être un service mobilisé, mais pas le service mobilisé, pour accompagner le malade en fin de vie, donc contrairement aux neurologues. Donc la mort fait partie, quant à elle, d'un paradigme de mourir, car elle constitue évidemment une fin malheureuse possible, alors que l'oncologue œuvre prioritairement pour guérir le patient du cancer. Alors, la place qu'occupent les soins palliatifs dans le discours, eh bien, elle représente 16% pour les neurologues et 30%, donc c'est la classe 2 hein, dont on parlait tout à l'heure, des mots pour les oncologues. Alors, malgré finalement certaines similarités quant à la façon de parler de la mort entre un public d'aidants, qu'on va appeler profane, et puis un public de professionnels de santé, donc on a deux conceptions de la mort qui se dégagent. Donc une conception qui est celle des aidants, qui est distanciée, qui est dissimulée. On essaie de ne pas voir la mort, car elle est crainte, elle est redoutée, elle est parfois acceptée, et puis d'autres fois elle est même souhaitée. Mais dans tous les cas, on voit que l'aidant ne la maîtrise pas, hein, la mort, elle advient. Une autre conception, qui est celle des soignants, elle est aussi distanciée, mais la mort est quand même en creux dans le discours, et quoique toujours appréhendée, elle est prise en charge, elle est accompagnée et elle est provoquée. La mort est donc sous contrôle. Le discours des soignants mobilise donc une forte préformation par l'utilisation des phénomènes de répétition et de figement, hein, d'ordre discursif, moral, légal, montrant ainsi une volonté de contrôle, évidemment, du corps médical sur le patient. Voilà, et je suis à 20 minutes 02. J'ai tenu le délai. Merci à vous. Merci beaucoup. On va faire passer les micros si vous avez des questions. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour une étude sur les aidants, parce que je pense que les aidants ne sont pas vraiment pris en compte sur la fin de vie et les problématiques des aidants dans les fins de vie. Voilà. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est la différence entre les neurologues et les oncologues face à la fin de vie. Je ne comprends pas pourquoi les neurologues ne sont pas plus proches des soins palliatifs, parce que de toute façon, une maladie neurodégénérative, tout patient, de toute façon, toute personne va décéder. Donc, autant mettre en place en amont et pas au dernier moment des soins palliatifs. Voilà, c'est une remarque. Oui, oui. Enfin, on a été aussi surpris. Alors, on est plus évidemment sur la question des aidants et Emmanuel nous a donné accès au corpus et ça a été aussi notre surprise. C'est-à-dire que nous, en tant que profanes, on s'est dit mais pourquoi il n'y a pas une corrélation plus forte bon.
Ouais, mais enfin, là je ne peux pas vous répondre, hein, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais voilà, ce qui ressort dans le discours, c'est vraiment. Alors, ce sont des oncologues et des neurologues du CHU de Clermont. Hein, donc, peut-être y a-t-il une spécificité. Bon, je ne pense pas, évidemment. Mais voilà, mais ça a été une interrogation. Oui. Ouais. Ouais. Alors après, sur la question des aidants, oui, bah, c'est un projet depuis 2017, donc on commence à avoir du matériau, enfin on a beaucoup de matériaux. Avec, depuis 2017, en fait, des aidants qui ont vu mourir, hein, finalement, leurs proches, hein, qui sont passés de l'autre côté, si je puis dire, qui sont encore aidants, mais qui le sont d'une autre manière, parce qu'ils ont considéré qu'ils voulaient garder cette expérience-là pour la mettre au service d'autres personnes. Voilà. Et puis d'autres qui ont été choisis uniquement parce qu'ils avaient été aidants et donc depuis plus de 6 mois. Donc le conjoint était mort depuis plus de 6 mois. Oui, bonjour. Merci pour cette étude qui relève déjà l'impact de l'imaginaire. Je reviens sur ce qu'a proposé M. Cartier, les populations de personnes cibles un peu à part, c'est-à-dire ceux qui sont atteints de maladies chroniques, voire avec atteinte des fonctions vitales, voire avec dépendance. Moi, je suis médecin de la rééducation, je représente officiellement la SOFMER, et on a fait des études sur les tétras O, les IMC, paralysie cérébrale infantile, tétras, et les Lockton syndrome. Quand on interroge des Lockton syndrome au-delà des 2 premières années de la vie, c'est-à-dire quand ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont une vie normale, leur évaluation, auto-évaluation de la qualité de vie est très légèrement supérieure à celle de la population générale. Les mêmes personnes, si on leur avait demandé s'ils voulaient vivre Lockton, j'imagine, ça a été fait sur des saints, ça a été fait sur des soignants aussi. Ils auraient dit, je voudrais si j'étais paralysé à ce point-là, qu'on ne me fasse pas vivre. Donc déjà, quand on sait ce que c'est qu'une SLA, un cancer métastasé, et quand on ne sait pas, un riche, si on lui demande sa qualité de vie, c'est quoi pour lui, et un pauvre, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Donc la représentation des mots est importante. Donc je pense que les populations, ce sont celles qui sont en fait le plus concernées par la fin de vie, qui commence à se représenter et à se poser certaines questions. Ce que je trouve dommage, c'est que peut-être la loi va être faite sans forcément tenir compte de ces populations cibles. On va demander l'avis des soignants, on va demander l'avis de la population générale, mais peut-être pas assez ceux qui sont réellement concernés par le problème. Et dernière chose, il y a ceux qui sont inconscients, c'est-à-dire les comateux. Eux, ils n'ont pas le temps. À la limite, une SLA, quelqu'un qui sait qu'il va devenir dément, il a le temps de se poser certaines questions, mais celui qui a un accident de la route, qui a 40 ans, on va décider pour lui, et ces directives anticipées de quand il était sain, on sait ce que ça vaut. Donc je pense que travailler sur ces populations, c'est essentiel. Bonjour. Je me permets de prendre la parole pour répondre à la question qui a été posée par rapport à la posture des neurologues. Parce que moi, je suis Manon Offray, je suis chercheur en neurosciences à Rennes, je travaille dans le domaine de la maladie de Parkinson. Et on a en fait exactement les mêmes résultats que ce que vous avez pu trouver. La posture des neurologues dans les maladies neurodégénératives, elle est en fait très éloignée des soins palliatifs. En tout cas, elle l'était jusqu'à très récemment. C'est des thématiques qu'on a appréhendées depuis environ 2018. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ce n'est pas eux qui prennent en charge les patients en fin de vie. Donc la fin de vie des patients en maladies neurodégénératives se déroule toujours en dehors des services de neurologie. Donc ce n'est pas quelque chose qu'ils estiment les concerner. Donc ça, c'est vraiment un élément principal. Et l'autre élément, c'est qu'il faut rappeler quand même que les patients qui sont suivis par des neurologues, s'ils ont de la chance, ils en voient un tous les 6 mois ou tous les ans. Donc c'est pas eux, en fait, le neurologue, la consultation dure 15 à 20 minutes. Ils ne sont pas impliqués dans la prise en soin des patients au quotidien. Donc ces thématiques de fin de vie, ce n'est pas des choses qu'ils abordent en consultation, notamment pour la maladie de Parkinson, quand ils ont les patients au diagnostic, ils ne veulent jamais parler de ces sujets-là, même si les patients y pensent évidemment.
C'est des choses sur lesquelles les neurologues sont extrêmement frileux. Pas qu'en France, hein, c'est vrai à l'international aussi. Donc les résultats que vous avez vont totalement dans le sens de ce qu'on trouve à l'international dans les maladies neurodégénératives. Et c'est pas, pour moi, c'est pas surprenant du coup dans cet aspect-là. Merci pour cette précision. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai, disons, deux questions. Une question, c'est est-ce que vous voyez une évolution sémantique parce qu'on voit qu'il y a quand même des choix sémantiques qui sont faits. Donc, l'émergence de la notion de fin de vie plutôt que de phase terminale. Aujourd'hui, la notion d'aide active à mourir, etc. Donc, est-ce que vous voyez dans vos enquêtes une évolution du vocabulaire? Et puis, la deuxième chose, c'est ces stratégies d'euphémisation. Donc, est-ce que vous trouvez qu'elle continue à opérer? Parce que finalement, on a beaucoup parlé quand même de la mort, de la fin de vie. Il y a des choix sémantiques, là encore, qui sont faits. Est-ce que vous pensez que, disons, on est plus... Enfin, qu'en gros, c'est important d'arriver à dire les choses et à nommer les choses, un peu comme ce que disait Andrea Tarot tout à l'heure. De même que, finalement, une expérience, quelque part, de la mort de l'autre est essentielle. Ou est-ce que, finalement, cette euphémisation, c'est un processus social et psychologique, personnel, un peu inévitable, et c'est finalement à chacun d'avoir la temporalité qui lui convient pour accepter de dire cet événement? Alors, donc à votre première question, je ne peux pas totalement y répondre parce que pour y répondre, il faudrait qu'il y ait eu une expérience en diachronie en fait. Et donc, voilà, la récolte, la construction du corpus a eu lieu il y a 2 ans avec les médecins. Donc, il faudrait pour cela étudier une cohorte pour voir l'évolution des désignations des termes juridiques ou des termes tout simplement de prise en charge. Donc, voilà, je suis dans l'incapacité de voir s'il y a une évolution. Je pense que, voilà, au regard de l'interdiscours, ce sera vraisemblablement, c'est-à-dire, voilà, du discours qui circule en fait, dont on se nourrit et dont on n'a même plus conscience qu'on reprend les mots des autres en fait. C'est ça l'interdiscours. Voilà, je pense qu'il y a une forte pression évidemment du droit, de la responsabilité derrière, parce qu'il y a un vrai enjeu social, pénal. Donc je pense que c'est ça qui contraint aussi la production du discours et qui contraint la manière de nommer les choses. Pour la deuxième chose, alors, on milite évidemment, nous, pour essayer de parler de la mort, pour essayer de la rendre publique. Donc, c'était un petit peu le cas du colloque qu'on a organisé à Clermont. Voilà, la question de l'éducation à la mort, de façon à ce qu'elle ne fasse pas peur, de façon à ce qu'on l'accepte. Voilà, alors c'est vrai que l'expérience de la fin de vie a été pour moi une expérience extraordinaire, quand j'ai appris que voilà, quand on a le cocktail sur la table de nuit, eh bien, il y a un malade sur 2 qui ne le prendra jamais. Je me dis, mais voilà, nous, on est en bonne santé, on prend des décisions, et finalement, quand on sera à ce niveau-là, quelle décision prendra-t-on? Voilà, enfin, il y avait des données, moi, qui m'ont fait froid dans le dos, mais qui m'ont permis aussi de réfléchir sur ma propre manière de concevoir la mort. Et voilà, c'est vrai que ce que l'on souhaite, c'est essayer de ne plus euphémiser cette mort, essayer de la désigner de la manière la plus neutre possible, la plus objective possible, de façon à ce qu'on grandisse finalement avec les mots, de même qu'on essaie d'infantiliser la population. Non, il ne faut pas l'infantiliser, il faut dire les choses le plus clairement possible, avec l'impact le plus juste possible, me semble-t-il. Je voudrais vous poser une question qui, j'espère, a un sens en termes linguistiques. En tout cas, elle en a un terme pragmatique. Aujourd'hui, quand on parle de soins palliatifs en France, on peut l'utiliser pour euphémiser justement le fait qu'il n'y a plus de traitement curatif, donc avec un indicateur temporel. On peut l'utiliser pour parler d'un contenu de soins qui vise à anticiper la mort, un peu comme vous disiez tout à l'heure, les neurologues ne parlent jamais de fin de vie au début. Et on peut l'utiliser pour parler du recours à des acteurs spécialisés. Est-ce que votre étude permet de faire la différence entre les trois? Alors
alors ça c'est intéressant parce que le mot soins palliatifs, c'est un mot qui est extrêmement englobant pour le profane. Et je crois que seuls les médecins savent exactement ce qu'il y a derrière soins palliatifs. Mais pour le commun des mortels, c'est finalement une désignation englobante qui renvoie à des questions de fin de vie et de prise en charge, mais à mon avis pas au-delà. Donc là, il y a une vraie étude à faire sur les représentations sociales de ce que recouvre la question de soins palliatifs. Et je ne suis pas sûr que la population dite ordinaire ou la population profane, je ne sais pas, voilà, ait ce degré de subtilité dans la manière de concevoir cette désignation-là. Mais donc là, je pense que c'est un vrai travail à faire sur les questions des imaginaires. On est sur les imaginaires de discours. Et à mon avis, voilà. Et puis, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Donc, on pourrait tout à fait le faire sans aucun problème.